Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de mécanique quantique qui s'appelle falaise de potentiel. Donc on nous dit qu'une particule quantique de masse m et d'énergie E positive se déplace dans le sens des x croissants et qu'elle arrive sur une falaise de potentiel, c'est-à-dire un potentiel qui vaut moins V0 alors qu'il valait 0 avant. Donc je représente ici l'énergie qui est positive. Et donc on me demande quel serait le comportement de la particule en physique classique. Eh bien comme E est positif, eh bien alors E est forcément supérieur à moins V0, donc la particule peut accéder à tout l'espace. Donc la particule peut accéder à tout l'espace. Et donc elle passerait finalement d'un mouvement rectiligne à la vitesse, eh bien, si vous écrivez que l'énergie potentielle est nulle, l'énergie c'est l'énergie mécanique, donc à la vitesse v qui est égale à la racine de 2 E sur m pour x négatif, puis à la vitesse v2 égale racine de 2m facteur de E plus v0, cette fois, 2 fois l'énergie sur m, ici pour x positif. Donc la particule serait finalement accélérée. Et pour anticiper un petit peu sur ce qu'on va nous demander dans la suite, eh bien, on peut déjà annoncer qu'il n'y a aucune possibilité de demi-tour en x égale 0. Contrairement à ce que va pouvoir donner la mécanique quantique, en mécanique classique, il n'y a aucune chance que lorsqu'on arrive sur une falaise de potentiel, la particule reparte en arrière. Donc maintenant, on va montrer que la solution générale de l'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit phi1 dans la zone 1 et phi2 dans la zone 2. Et on va essayer d'exprimer chacun des termes. Donc on va appeler zone 1 et zone 2 ici. Donc on cherche des états stationnaires. Donc pour un état stationnaire, on me rappelle dans l'énoncé la forme de psi. On prend psi de xt qui est égal à phi de x exponentielle de moins i e sur h bar t. Et donc si on envoie un état stationnaire dans l'équation de Schrödinger, ça c'est une question de cours, hein, IH bar d psi sur dt égale moins h bar carré sur 2m d2 psi sur dx2 plus v2x fois psi, eh bien on va obtenir pour partie spatiale l'équation différentielle, on va l'écrire sous la forme d2 phi sur dx2 plus 2m sur h bar carré facteur de e moins v2x fois phi égale à 0. Donc ça, c'est l'équation indépendante du temps de Schrödinger, qu'on obtient très facilement, on l'a fait dans une vidéo de cours, en remplaçant psi par la fonction d'onde d'un état stationnaire. Et donc dans la zone 1, on a v égale 0. Donc on se retrouve tout simplement avec d2 phi sur dx2, alors je vais l'appeler phi1, comme dans l'énoncé, plus 2me sur h bar carré phi1 égale 0. Et on voit qu'on me pose comme solution exponentielle ik1x plus b exponentielle moins ik1x. Donc ici, on pose tout simplement k1 carré, comme étant ce terme. On pose k1 carré égale 2me sur h bar carré. Et k1 n'est pas n'importe quoi ici. K1, c'est la norme de k1, le vecteur d'onde, tout simplement. Ça se retrouve facilement puisqu'on sait que P est égal à H bar K. Donc ici P1 égale à H bar K1 et l'énergie, comme c'est de l'énergie cinétique, c'est P2 sur 2M. Donc c'est H bar 2 K2 sur 2M. Donc on a bien de manière équivalente que K1 carré est égal à 2ME sur H bar carré. Et donc une fois qu'on a posé k1 carré qui est égal à 2me sur h bar carré, mais on a directement que phi1 de x est égal à a1 exponentielle ik1x plus b1 exponentielle moins i k1x. Et on me demande dans cette question également d'interpréter les deux termes de phi1 de x. Et bien ici, ça c'est une onde se propageant selon plus ux. Et ici, c'est simplement une onde se propageant
selon moins UX, ce que l'on traduira dans la suite comme étant l'onde réfléchie, hein, tout simplement, ici. Donc voilà pour la première question de Schrödinger. Dans la question 3, on fait la même chose, sauf qu'on est dans la zone 2. Donc ici, on est dans la zone 2. Et donc dans la zone 2, qu'est-ce qui change? Bien, c'est le potentiel qui vaut moins V0. Donc que me donne l'équation de Schrödinger? Bien, elle me donne moins h bar carré sur 2m, pardon, je l'ai déjà mis sous la forme simplifiée, d2 phi2 sur dx2, plus 2m, c'est E moins V, mais comme V vaut moins V0, ça va me faire E plus V0 sur h bar carré phi 2 égale 0. Et donc là, on va poser eh bien, K2 carré. On pose K2 carré égale 2m facteur de E plus V0 divisé par h bar carré. Et de nouveau, un K2 en norme, pardon, c'est la norme de K2, c'est le vecteur d'onde dans la zone 2. Très bien. Et donc, une fois qu'on a posé ce K2 carré, eh bien, on obtient de nouveau la même chose. Hein, phi 2 de x égale A2 exponentielle IK de x plus B2 exponentielle moins IK de x. Même chose, une onde selon plus UX et une onde selon moins UX. Tout est similaire, sauf qu'ici, on me dit qu'on va pouvoir considérer B2 égale 0. Pourquoi? Eh bien parce que ça correspond à une onde régressive dans l'espace pour lequel x est positif. Et donc ici, on n'envisage pas de possibilité de retour dans la zone x positif, car la marche, la falaise ici, est semi-infinie. Donc, on va prendre B2 égale 0, puisqu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une onde de retour dans la zone x positif, sachant que c'est un milieu semi-infini. Donner les relations de continuité vérifiées par phi 1 et phi 2, on déduit les expressions de B1 et A2 en fonction de A1. Donc ici, on a une discontinuité finie de potentiel. Donc comme la discontinuité est finie, eh bien, on a continuité aussi bien de la fonction d'onde que de sa dérivée. Donc on n'a que phi 1 de 0 moins égale phi 2 de 0 plus, et on n'a que d phi 1 sur dx évalué en 0 moins égale d phi 2 sur dx évalué en 0 plus, soit phi 1 de 0 moins, ça me fait A1 plus B1 égale phi 2, il ne nous reste que A2, du coup. On a éliminé B2, j'ai vérifié les notations, c'était bien A2. Et puis on a, par dérivée, quand je dérive la première fonction d'onde, je vais récupérer du IK1 A1 moins IK1 B1 égale IK2 A2, puisque les exponentielles vont être ensuite prises en 0, ce qui va me donner tout simplement 1. Et donc là, j'obtiens un système de deux équations à deux inconnus, puisqu'on veut tout exprimer en fonction de A1. A1 plus B1 égale A2, et A1 moins B1, facteur de IK1, égale IK2 A2. Donc je peux simplifier par I. Je peux diviser par K1. Et de cette manière, si je fais la somme de ces équations, eh bien, j'obtiens que 2A1, puisque les B1 vont se simplifier, égale A2, facteur de 1 plus K2 sur K1. Donc j'en déduis directement que A2 est égal à 2K1 sur K1 plus K2 A1. Donc voilà pour A2 en fonction de A1. Et B1, B1 c'est A2 moins A1. Et donc si je fais le calcul, ça fait 2K1 sur K1 plus K2 moins, du coup si 1, je le mets au même dénominateur, ça me fait K1 plus K2 sur K1 plus K2. Le tout que multiplie A1, si bien que B1 va être égal à
K1 moins K2, bon, je l'écrirai en rouge après, divisé par K1 plus K2. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça, on va le passer en rouge. Donc voilà nos deux expressions. J'ai oublié le A1 ici. Voilà, donc on a obtenu B1 et A2. Et donc maintenant, dans la question qui suit, donc question numéro 5, on nous dit qu'on associe à une particule libre un vecteur densité de courant qui vaut module de psi au carré fois h bar k sur m. Quelle interprétation peut-on donner à ce vecteur J? Ça, c'est une question de cours. On rappelle que J est un vecteur à densité de courant de probabilité. Et donc pour n particules, on a que Jn est égal à J fois n, et Jn scalaire Ux, Jn de xt, et on va écrire ici Jn de xt scalaire Ux dt correspond au nombre de particules traversant l'abscisse x entre t et t plus dt. Très important, hein, ces notions de vecteur densité de courant. On avait un vecteur densité de courant en électromagnétisme, on a ici un vecteur densité de courant de probabilité qui correspond grosso modo au nombre de particules qui traversent une abscisse en un temps donné, puisqu'il contient la probabilité de traverser via le module de psi au carré. Donc, donner les expressions des vecteurs densité de courant J, JR et JT. Donc ça, c'est pas très compliqué. Hein. JI, c'est module de psi I au carré fois h bar K1 sur M, avec l'onde incidente qui correspond évidemment, comme on l'a dit, à l'onde qui se propage selon plus UX. Donc c'est le module de A1 exponentielle IK1X au carré fois h bar K1 sur, ici c'est K incident, K1 sur M, et donc ça c'est module de A1 au carré fois h bar K1 sur M. Voilà. JR de la même manière, c'est le module de psi R au carré fois h bar K réfléchi sur M, c'est donc égal au module de B1 exponentielle moins IK1X au carré fois h bar de moins h bar K1, puisque KR c'est moins K1, l'onde se propage dans le sens des X décroissants. Et donc ça me donne moins B1 au carré h bar K1 sur M, ou encore moins A1 au carré. B1, on a vu que c'était K1 moins K2 sur K1 plus K2 au carré fois h bar K1 sur M. Et enfin, de la même manière, JT, c'est le module de l'onde transmise au carré fois h bar du vecteur d'onde transmis sur M. C'est donc égal au module de A2 exponentielle I K2X au carré fois h bar K2, cette fois-ci sur M. Ici, j'ai perdu mon vecteur. Et donc ça va me donner module de A2 au carré fois h bar K2 sur M. Ou encore, on avait vu que A2, c'était 2 K1 sur K1 plus K2, donc 4 K1 carré sur K1 plus K2 au carré fois h bar K2 sur M. Donc voilà les trois courants de probabilité. Et maintenant, on me définit les coefficients de réflexion R et T par le rapport de ces courants. Et donc, on peut exprimer R et T. C'est la question 6. De fait, c'est la 6 petit a. Donc, on calcule le coefficient de réflexion. C'est la norme de JR en 0 et AT sur la norme de JI en 0 et AT. Et donc ça va être égal. Il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. Les h bar K1 sur M vont se simplifier, les A1 carré vont se simplifier. Il va me rester uniquement K1 moins K2 sur K1 plus K2 au carré. Et de même, T
c'est module de JT 0T sur module de JI. Et donc cette fois-ci, il va me rester le terme 4K1 carré sur K1 plus K2 au carré. Mais attention, ici, le vecteur d'onde, c'est K2, alors que dans le milieu incident, c'était K1. Et donc, ça vaut 4K1 K2 divisé par K1 plus K2 au carré. Voilà ce qu'on obtient pour T et R. Et on peut vérifier, on a bien R plus T qui est égal à 1. Donc la probabilité d'être transmis plus la probabilité d'être réfléchi est égale à 1. Et donc remarque, R peut être non nul. Donc en mécanique quantique, la particule a une probabilité non nulle d'être réfléchie. Donc la dernière question, c'est une question d'application numérique, donc je vais la reprendre ici pour pouvoir avoir les valeurs devant les yeux. Donc on a calculé T, maintenant on me dit qu'un neutron a une énergie E égale 4 MeV, donc 4,0 mégaélectronvolts, que V0 c'est égal à 12 MeV. Et donc quelle est la probabilité qu'a le neutron d'être absorbé? Donc on veut calculer T. Et donc T, bon, rappel, on peut rappeler ce qu'est K1 et K2. Donc K1 c'est racine de 2ME sur H bar. K2 c'est la racine de 2M facteur de E plus V0 sur H bar. D'où, eh bien, quand je vais calculer T, le produit des racines va me donner 2M sur H bar carré pour le début, et ensuite racine de E fois E plus V0 divisé par, et il y a un 4 aussi, 4K1 K2 sur K1 plus K2 au carré. Donc, même chose, je vais factoriser directement par 2M sur H bar carré, facteur de racine de E plus racine de E plus V0 au carré. Autrement dit, T vaut 4 racine de E fois E plus V0 divisé par racine de E plus racine de E plus V0 au carré. Et donc ici, je vais faire le calcul. Donc ça me fait racine de 4 fois 16 divisé par racine de... racine de 4 plus racine de 16 au carré fois 4. Donc ça me fait tout simplement 8 neuvièmes en réalité ici, c'est-à-dire 0,89. Donc on a 89% de chance que ce neutron soit absorbé par le noyau et 11% de chance de fait qu'il soit réfléchi. Donc voilà pour la correction de ce premier exercice. C'est un exercice vraiment très proche du cours qui permet une bonne application des résultats de cours pour voir si vous avez compris le cours. Ça reste un exercice d'oral, donc voilà, il faut bien comprendre qu'à l'oral, parfois il y a des exercices très proches du cours, donc c'est important de bien travailler son cours. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire.